16h02, 8e cours, maladie d'Alzheimer. J'ai le plaisir d'être en binôme avec Étienne-Émile Beaulieu, qui est professeur honoraire au Collège de France, ancien président de l'Académie des sciences. Et je pense que tous les deux, on va pouvoir vous donner une vue d'ensemble sur la maladie d'Alzheimer. Je serai peut-être un peu plus du côté des amyloïdes et M. Beaulieu sera beaucoup plus du côté de tau. Donc vous aurez une vue d'ensemble sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est le vieillissement. Et le vieillissement, c'est une préoccupation qui n'est pas récente. J'ai retrouvé sur Internet une magnifique litho de 1820 avec une description de l'âge de puérilité, l'adolescence, la jeunesse, l'âge viril, vous voyez, et la boucle ici, voilà, hop, et on redémarre. Donc c'est une préoccupation qui n'est pas jeune sur le vieillissement et sur l'évolution au cours des années. Plus récemment et plus franco-français, je vais vous donner la courbe d'espérance de vie pour les hommes et les femmes en France depuis 1950. Alors c'est intéressant, 1950, 63 ans pour les hommes, 69 ans pour les femmes, et vous voyez qu'il y a une progression constante et spectaculaire sur les 60 dernières années. Au passage, vous noterez que l'âge de la retraite en 1950 était de 65 ans. Donc vous imaginez que les caisses de retraite n'avaient pas de problème à cette époque quand vous regardez l'espérance de vie. Voilà. Alors maintenant, l'âge de la retraite étant officiellement à 60 ans, vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. Bon, ça c'est factuel, on peut ne pas y penser ou l'oublier, mais c'est factuel. Ce qui est intéressant, c'est cette chose-là, c'est la zone où se déclenche la maladie d'Alzheimer, la maladie sporadique, celle qui ne dépend pas de facteurs génétiques précis. Il y a 2 à 3% maladie d'Alzheimer précoce, vers 50-55 ans, qui dépend de facteurs génétiques, de défauts génétiques parfaitement identifiés. Mais pour 95 à 97-98% des personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, ce n'est pas dû à une prédisposition génétique particulière. C'est l'âge. C'est la zone qu'on va qualifier de dangereuse. Et vous voyez que les femmes l'ont franchie avant les hommes. Ce qui fait dire que les femmes sont plus touchées que la maladie d'Alzheimer, effectivement, parce que quand vous êtes dans cette zone-là, pour les hommes, voilà. Alors maintenant, les hommes sont dans la zone dite de maladie d'Alzheimer, et donc on a maintenant les mêmes problèmes pour les hommes et les femmes, avec un décalage. Voilà, c'est une maladie de vieillissement. Je rappelle que l'espérance de vie, c'est quelque chose qui varie d'une espèce à une autre. L'espérance de vie pour une drosophile, la mouche du vinaigre, qui est un outil remarquable pour un certain nombre de laboratoires en biologie, c'est 1 mois. Donc quand vous voulez étudier 10 générations de drosophiles, c'est 10 mois, c'est intéressant. Le rat, c'est 3 ans et demi. 122 ans, c'est Jeanne Calment, c'est un peu le record. 1875-1997. Actuellement, je crois que la personne la plus âgée est au Japon à 114 ans. La longévité, la durée de vie, tout ça c'est contrôlé au niveau cellulaire par des télomères qui se raccourcissent au fur et à mesure des divisions cellulaires. Alors, les cellules peuvent se diviser un certain nombre de fois, mais pas un nombre de fois infini, ce qui fait qu'on a une espérance de vie limitée. On peut rêver de l'éternité, mais dans la réalité, voilà. 52 fois chez l'homme, ça dépend des organes et autres, mais enfin, c'est contrôlé par le raccourcissement des télomères. Je vous rappelle que les télomères, on en a évoqué au moment du cours sur le cancer. Dans le cas du cancer, les cellules cancéreuses se multiplient à l'infini, et parce que justement, le raccourcissement des télomères n'a pas lieu. Voilà. Donc on aimerait effectivement pouvoir cibler sur les cellules cancéreuses et pouvoir réactiver l'activité des télomères. Donc, quels sont les paramètres qui contrôlent le vieillissement ? C'est multifactoriel. On est tous conscients qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain âge,
on perçoit les signes du vieillissement, que ce soit au niveau de notre peau, perte de souplesse, articulation. Et tout ça, ce sont des régulations et modifications post-transcriptionnelles. Ça, première étape. Alors, il y a les micro-ARN qui jouent beaucoup de rôle là-dedans. C'est des petits ARN de 20 à 22 nucléotides. Et donc, on a un renouvellement de nos cellules qui est tout de même différent de ce qu'il était. Mon ADN, grosso modo, est le même que celui de ma naissance, mais le renouvellement de mes cellules de la peau ne sont pas le même. Je n'ai pas la peau de bébé qui était enviée par tout le monde à l'âge de 12 mois lorsque j'étais joufflu. Voilà, ça change. Et mes articulations ne sont pas aussi souples qu'à 20 ans. Le renouvellement de nos enzymes et de nos protéines se fait différemment selon l'âge. On a des protéines de plus en plus glyquées. C'est l'action du glyoxal et du méthylglyoxal sur les amines accessibles dans les protéines. Et ça, c'est des modifications post-traductionnelles. Donc cet ensemble de variations de paramètres fait que le renouvellement des cellules ne se fait pas tout à fait de la même façon en fonction de l'âge. Voilà. Voilà le glyoxal. On peut mesurer le glyoxal. Et normalement, quand on est en bonne santé, en pleine forme, on a une enzyme qui s'appelle la glyoxalase qui s'occupe de dégrader l'excès de glyoxal. On a toujours à peu près une concentration de 100 nanomolaires dans le sang de glyoxal. Actuellement, le dosage de l'hémoglobine glyquée, celle qui est substituée par un motif glyoxal, c'est un moyen de surveiller la glycémie chez les prédiabétiques et les diabétiques. Donc c'est un marqueur fiable du glucose dans le sang. Voilà. La glycation du collagène conduit au vieillissement de la peau, donc un certain nombre de paramètres. S'ajoute à ça le fait que nous respirons, nous utilisons de l'oxygène, nous avons besoin d'utiliser de l'oxygène, et avec des électrons, c'est notre carburant. Oxygène plus réducteur, ça fait marcher notre machine moléculaire. Si vous faites de l'oxygène avec de liquide, avec de l'hydrogène liquide, vous faites marcher des fusées. Mais le principe est le même. Vous avez de l'oxygène d'un côté et un réducteur de l'autre. Nous, des électrons, et dans des pH et autres, et pour les fusées, c'est de l'hydrogène liquide. Ça marche bien, ça explose bien aussi. Voilà. Dans ce processus de réduction d'oxygène moléculaire, normalement, les espèces réduites d'oxygène moléculaire, que ce soit l'anion superoxyde, l'eau oxygénée, sont contrôlées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'anion superoxyde libre et d'eau oxygénée libre dans notre organisme. Il y a les superoxydes dismutases et les catalases et les peroxydases qui sont en charge de ces espèces réduites. Les accidents dans la cascade pour aller jusqu'à la réduction à 4 électrons de l'oxygène vers l'eau, c'est lorsqu'il y a un troisième électron qui intervient dans la cascade de la réduction d'oxygène moléculaire, parce que oxygéné plus un électron, c'est la coupure homolytique de la liaison oxygène-oxygène, et on a les fameux radicaux hydroxyles, ce qu'on appelle les radicaux libres. Toute pommade moderne que l'on vous donne pour votre peau est une pommade qui contient des antiradicaux libres. Voilà, de façon à ce que l'on n'ait pas. On en a aussi dans les pâtes dentifrice, ça s'appelle certains produits chimiques, et on pense qu'on pourrait s'en dispenser, pas tout à fait sûr. Si on élimine tous les antioxydants de tous les produits quotidiens que l'on utilise, on aura peut-être beaucoup de problèmes d'allergie qui se développeront. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, attention aux radicaux libres, attention au radical hydroxyle, parce qu'il n'y a pas de système de détoxification des radicaux hydroxyles. Et la vitesse de réaction des radicaux hydroxyles sur tout élément macromoléculaire biologique est contrôlée uniquement par la vitesse de diffusion des radicaux hydroxyles dans le milieu. Or, comment bien vieillir? Bon, c'est simple, hein, pas d'excès, une pratique d'exercice régulier. Là, je ne vous délivre pas une ordonnance médicale, c'est le bon sens, tout le monde pratique ça. Et voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas égaux. Je crois qu'il faut parfaitement intégrer le fait que nous ne sommes pas égaux devant les événements de la vie. Certains supportent les excès mieux que d'autres. Alors je vais vous donner un exemple qui est utilisé souvent en les exposés sur la cardiologie, qui est celui-ci. Voilà. Vous avez entendu parler de James Fix, probablement très peu. C'est une des personnalités qui, aux États-Unis, a popularisé le jogging. Si dans tous les parcs américains et le long des trottoirs américains et sur les campus américains on fait du jogging, c'est parce qu'il a écrit un magnifique livre sur les bienfaits du jogging. Lui-même faisait beaucoup de jogging et il est mort à 52 ans. D'une malformation cardiaque qui n'avait pas été vue et qui, de toute façon, même s'il avait été vu, probablement l'aurait fait mourir. Alors,
Il a fait du jogging, il est peut-être mort 2 ans ou 3 ans plus tôt, mais on ne sait pas. Alors, un autre personnage que vous connaissez, parce que ce personnage historique, c'est Winston Churchill. No sport. Personnage intéressant, dont la consommation d'alcool et de champagne était tout à fait remarquable, et qui fumait beaucoup plus que la moyenne des personnes. Il est mort à 91 ans, donc vous voyez que la vie est ingrate. Voilà. Ces peintures se vendent bien. Le cerveau et le vieillissement, pour revenir sur la maladie d'Alzheimer, notre cerveau se modifie avec l'âge. On part avec un certain nombre de capital en neurones. Ce capital se modifie juste pendant la croissance un peu, puis après, il s'arrête. On a un nombre de neurones fixe, plus ou moins important, plus ou moins grand selon les personnes, volume de la boîte crânienne. Selon le sexe, la boîte crânienne des hommes est un peu plus grande que celle des femmes. On n'en tirera aucune conclusion, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement les neurones qui sont importants, c'est les connexions entre les neurones. Donc les connexions entre les neurones, c'est ce qui va donner toute la plasticité des synapses. Et là, j'en appelle à Jean-Pierre Changeux. Les circuits neuronaux se font par apprentissage ou se défont par inactivité. C'est à méditer parce que dans certaines personnes, dans les pédagogies modernes, considèrent qu'il ne faut pas fatiguer le cerveau des enfants. Je pense que c'est probablement une erreur, et d'autres personnes le pensent. On a une capacité formidable à créer des connexions synaptiques, à faire fonctionner notre cerveau, qui est l'ordinateur moléculaire le plus puissant qui existe actuellement. Son volume est relativement faible, consommation d'électricité contrôlée, et fonctionne avec une durée de vie raisonnable. Donc on a là l'ordinateur moléculaire quasiment parfait. Donc n'hésitons pas à faire fonctionner notre cerveau. Juste pour information, un fœtus fabrique 8 neurones à la seconde pendant la période intrafœtale. Un cerveau normal, c'est 100 milliards de neurones, donc par rapport à cet ordinateur, c'est pas mal, et entre 10 puissance 14 et 10 puissance 15 synapses dans le cerveau, connexion entre les neurones. Vous voyez que donc 1 millimètre cube de cerveau, c'est 1 milliard de synapses. Donc au point de vue puissance informatique, nous sommes équipés. Quelques symptômes de la maladie d'Alzheimer, et je n'insisterai pas beaucoup là-dessus parce que malheureusement, nous sommes tous confrontés dans nos familles, parmi nos proches, à la maladie. On sait très bien qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir difficulté à gérer, se souvenir des numéros de téléphone, se souvenir du nom, prénom d'un collègue, d'un cousin ou d'un ami. Ça devient mot juste. Parfois on hésite, on fait une périphrase qui nous permet de se débrouiller. Un des symptômes importants de la maladie d'Alzheimer, c'est lorsque le malade se perd dans sa propre rue et n'est pas capable de revenir à son domicile. Voilà, confusion, le fait que le malade devient renfermé, méfiant, passif, avec des variations d'humeur brutale. Ça dépend beaucoup des personnes et des malades. Et donc là, je n'insiste pas beaucoup. Vous en savez autant que moi, compte tenu de vos expériences dans vos familles, vos proches. Pourquoi les progrès thérapeutiques sont lents dans le domaine? Est-ce que l'on a oublié de travailler sur la maladie d'Alzheimer? Est-ce que les industriels ont oublié de faire des médicaments? Comment se fait-il qu'au bout de 25-30 ans de travaux intensifs sur ce domaine, nous n'ayons pas de thérapie efficace? Alors, ça, c'est une véritable question, et on peut essayer de proposer quelques réponses. D'abord, c'est une maladie qui est dans la boîte crânienne, dans le cerveau. Dans la médecine moderne, on peut aller regarder n'importe quel organe, l'imagerie, on peut aller regarder l'état de vos coronaires sans aucun problème en passant par l'artère radiale, et on a une image très précise de ce qui s'y passe. On peut faire un certain nombre d'actes médicaux, chirurgicaux, plus ou moins invasifs, qui donnent une information quasi complète sur ce qui se passe en dehors du cerveau. Sur le cerveau, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une boîte fermée, protégée. Il y a une barrière hémato-encéphalique qui filtre tout, ce qui vient de l'extérieur, pour laisser passer dans le cerveau uniquement les nutriments du cerveau et maintenir l'homéostasie à l'intérieur du cerveau, qui est différente de celle du sang. Et donc, la boîte solide, ce n'est pas une boîte que l'on peut ouvrir et regarder dedans.
l'imagerie cérébrale est en train d'avancer. Elle avance beaucoup plus sur les 10 dernières années qu'elle n'avait avancé avant, mais on est encore tout de même très macroscopique. Quand on va discuter de la disparition de neurones, on va passer de l'échelle du centimètre ou du millimètre au micron ou au nanomètre. Et donc on a encore beaucoup de mal actuellement à avoir une vision de ce qui se passe dans le cerveau à l'échelle des synapses, des connexions entre neurones. Les modèles animaux sont peu prédictifs au point de vue pharmacologique. S'ils avaient été prédictifs, après 30 ans de recherche intensive sur la maladie d'Alzheimer, on aurait peut-être un peu plus de médicaments que nous en avons. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est un enjeu mondial. Il n'y a pas des pays qui sont plus touchés que d'autres en termes de maladie d'Alzheimer. C'est une maladie du vieillissement, c'est-à-dire que dans un pays comme la Chine, où on vit assez vieux, eh bien, il y a de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas simplement dans les pays européens ou les États-Unis ou ailleurs. Donc ça, c'est sauf dans les pays où l'espérance de vie est inférieure à 60 ou 70 ans. Il est évident que la maladie d'Alzheimer en France, au milieu du XVIIIe siècle, où l'espérance de vie était de 36 ans, ne se posait pas. Voilà. À 36 ans, il n'y avait pas de problème avec la maladie d'Alzheimer, pas de problème avec le Parkinson, pas de problème avec un certain nombre de maladies neurodégénératives. Les gens mouraient avant. Voilà. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est tout de même le nombre de patients qui augmente. On est dans le monde à peu près à 40-45 millions de personnes. On peut estimer que le nombre de patients devrait dépasser les 100 millions, ce qui pose un problème parce que le coût, l'entourage des patients, les soins, le fait que la maladie est une maladie qui dure sur plusieurs années, tout ça pose d'énormes problèmes et des problèmes qui vont être de plus en plus importants pour tous les budgets santé d'un pays dans les différents pays du monde. Voilà. L'autre information qui est dramatique, c'est celle-là. Au point de vue recherche et pour les chercheurs surtout. Elle est dramatique pour les chercheurs. Parce que là, on est face à une réalité qui est tout à fait étonnante. C'est qu'entre 2002 et 2011, si je retire la mémantine qui a été autorisée en 2003, mais qui est un anti... Je salue M. Goddard, qui est un spécialiste de la maladie d'Alzheimer et qui nous vient de Cambridge. Bonjour, monsieur. Voilà. Et donc, nous avons actuellement 100% d'échecs si je retire la mémantine. Ça veut dire qu'en 20 ou 25 ans, sur les 10 dernières années, c'est très significatif, mais avant, c'était la même chose. Sur les 10 dernières années, c'est 100% d'échecs dans les essais cliniques. 413 essais cliniques dans le cas de la maladie d'Alzheimer effectués en 2002 et 2012, 124 en phase 1, 206 en phase 2, 83 qui étaient en phase 3. Et de tous ces essais cliniques, il n'est rien sorti. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant pour les chercheurs. Actuellement, on a en cours, au jour d'aujourd'hui, 108 essais cliniques. Dans le domaine du cancer, on a près de 1500 essais cliniques. Bon, vous voyez la différence. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est simplement parce que c'est difficile et que l'on n'a à gérer que les échecs. Alors, les essais cliniques portent sur des agents qui sont là pour traiter les symptômes, amélioration des cognitions, voilà, avec un S, 37% des essais cliniques. Petites molécules susceptibles de bloquer l'évolution de la maladie, 35%. Immunothérapie, anticorps, 18%. Essais divers, 10%. Vous voyez qu'on essaye de jouer sur plusieurs paramètres. Il est évident que la molécule que tout le monde attend est la molécule qui serait capable de bloquer l'évolution de la maladie au tout début de la maladie, à condition que l'on puisse avoir les marqueurs ou l'imagerie qui permettent de dire à quel moment il faut administrer cette molécule. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. On ne va pas chez une personne qui est, après plusieurs années de maladie d'Alzheimer, régénérer les neurones. On restera avec notre potentiel de neurones. Donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir avoir une molécule où on va stopper le début de la dégradation, c'est rester dans la cinétique classique de dégradation de nos neurones. On perd au cours de notre vie, quand tout va bien, 10% de notre masse de neurones.
et on se débrouille avec les 90% restants aussi bien que lorsqu'on avait 100%. Parce qu'avec l'expérience et l'âge, on sait très bien comment se débrouiller. Contrairement à un certain nombre de jeunes qui essayent toutes les solutions avant de trouver la bonne, nous, avec un peu de recul et l'expérience de la vie, on va tout de suite là où les solutions les plus intéressantes. Les coûts de la maladie d'Alzheimer, voilà les chiffres aux États-Unis. Je donne souvent des chiffres qui viennent des États-Unis parce que les statistiques sont remarquablement faites aux États-Unis. L'Europe a encore besoin d'avoir... les chiffres existent en Europe, seulement ils sont probablement enfouis dans des banques de données européennes pour lesquelles le data mining ressemble à l'exploration de la première fois de la grotte de Lascaux. Donc, aux États-Unis, c'est pratiquement accessible sur un certain nombre de sites en 2 clics. Voilà. Alors, on a actuellement les dépenses en 2014, c'est 214 milliards de dollars, 55% du budget de l'État français. Et cette somme augmente de 5 à 6% par an. Le coût par patient Alzheimer est 19 fois celui des autres seniors de la même tranche d'âge. 19 fois, 20 fois. Donc on est, pour les budgets de santé, c'est véritablement un problème. Donc il est urgent de trouver des choses. Alors là, vous avez la répartition des 214 millions selon les différents modes de financement et de l'aide aux patients aux États-Unis. Je n'insiste pas sur ce domaine. Alors, dans ces conditions, ce panorama tout à fait pessimiste que je viens de vous présenter, il est pessimiste c'est simplement parce que c'est la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, et qu'est-ce que l'on doit faire? Alors, un certain nombre de grands groupes pharmaceutiques sont en train de renoncer à avoir des programmes de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Trop compliqué, trop difficile, trop d'échecs, trop coûteux. Bien. Ils attendent que de jeunes entreprises se débrouillent pour trouver des molécules et à ce moment-là, ils rachèteront les molécules après les phases 1 ou 2 ou 3 pour pouvoir les développer et les distribuer sur le monde entier. On a un petit problème, c'est que devant la difficulté pour les recherches sur les agents thérapeutiques, il y a une tendance qui se développe chez les chercheurs, c'est de se dire si c'est trop compliqué d'accéder, de regarder la thérapie, on va se réfugier, on va étudier la maladie, la décrire, on va faire de l'imagerie, on va regarder autour. Si vous n'avez pas le courage de vous plonger dans de l'eau à 14 degrés, vous faites le tour du lac et vous regardez, vous décrivez les arbres autour. Donc c'est un peu la difficulté que l'on a actuellement, c'est qu'il est tellement difficile de faire de la recherche en thérapie, c'est qu'il y a peu d'équipes qui sont impliquées. Beaucoup d'équipes sont, je le dis devant mes collègues chercheurs, comme je vous le dis devant vous, il faut encourager fortement ceux qui prennent des risques. On a besoin d'encourager des gens qui prennent des risques en recherche. Et la tendance est malheureusement pas toujours à ça, parce que prendre des risques, c'est aborder des sujets difficiles, et aborder des sujets difficiles, on n'est pas sûr du résultat. Tout le monde voudrait avoir un résultat dans l'année, les 2 mois ou 3 mois qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Bon, alors, la seule attitude possible, c'est de continuer à faire de la recherche et pas hésiter devant l'échec. Donc il faut assumer les échecs et recommencer jusqu'au moment où on va trouver de bonnes solutions. Voilà. Alors, quelle est la situation? Je vais maintenant vous rentrer dans le sujet de manière un peu plus précise à travers mes propres recherches dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Premièrement, voilà un cerveau normal. Post-mortem, vous voyez que le cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, il y a une perte de poids à peu près de parfois 25-30% de la masse cérébrale. On peut passer de 1,2 kg pour un cerveau normal à 700-800 grammes. La métabolisation du glucose, ici, on voit bien que dans un cerveau normal, ça c'est des images qui permettent, plus ça s'allume, plus c'est rouge et plus c'est jaune, et plus ça fonctionne bien, en quelque sorte. Voilà ce qu'on peut en tirer. Et vous voyez que dans la maladie d'Alzheimer, ça fonctionne moins bien, il y a moins de jaune et moins de rouge. Voilà. Alors on a une atrophie des zones d'apprentissage de la mémoire épisodique, et puis on a une perte des synapses, on a une perte de tout ce qui est neurones acétylcholine et glutamate,
Et on a 2 facteurs qui sont impliqués dans cette maladie, qui ont été identifiés depuis longtemps par Alois Alzheimer lui-même en 1903 ou 4 en Allemagne. C'est à l'extérieur des neurones ce qu'on appelle des plaques d'amyloïdes. Je vais revenir tout à l'heure sur la structure des plaques d'amyloïdes. Donc ça, c'est à l'extérieur des neurones. Et à l'intérieur des neurones, on a des fibrilles qui correspondent à l'hyperphosphorylation d'une protéine qui s'appelle Tau. Tau pour tubuline associée dionate. Et ça, c'est Étienne-Émile Beaulieu. Donc c'est parfaitement divisé. Je fais 55 minutes. Étienne-Émile Beaulieu, en binôme ou pas, fait 55 minutes sur Tau. Voilà. La signature importante dans tous ces phénomènes, c'est que la disparition des neurones est liée à un stress oxydant. C'est-à-dire qu'on a une perte de contrôle de la réduction de l'oxygène moléculaire au niveau du cerveau, et donc on a une destruction des neurones due à l'action des radicaux hydroxyles. Donc ça, c'est le phénomène important. Alors, d'où vient cette perte de ce stress oxydant? On va revenir là-dessus. Alors actuellement, qu'est-ce que l'on a comme molécules? On a un certain nombre de molécules qui sont des inhibiteurs d'acétylcholinéstérase, parce qu'il y a un peu trop d'acétylcholinéstérase, donc on a des inhibiteurs. Voilà les formules des molécules. On a une autre molécule qui s'appelle la mémantine, qui est considérée comme un peu mieux que les autres, et qui est un inhibiteur non compétitif du récepteur du N-méthyl-D-aspartate. Voilà l'arsenal thérapeutique que l'on peut confier actuellement aux médecins. Vous le savez aussi bien que moi, ce sont des molécules qui, pour toute autre maladie, seraient considérées comme très mauvaises. Mais on n'a pas d'autre chose actuellement. Et on ne peut pas laisser ni les patients ni le corps médical sans rien. Donc ces molécules sont utilisées et on se pose des questions. Donc, il est urgent de trouver de nouvelles molécules qui soient beaucoup plus efficaces. Je me suis intéressé en tant que chercheur à la maladie d'Alzheimer en regardant ces chiffres-là. Post-mortem, dans des plaques d'amyloïdes, la concentration de cuivre, qui est un ion métallique à activité redox, est à peu près de 400 par rapport à 70. En bleu, c'est les chiffres d'un cerveau normal, entre guillemets. Et en rouge, c'est dans un cerveau post-mortem, personne décédée d'Alzheimer. Donc vous voyez que vous avez une perte de contrôle de l'homéostasie du cuivre dans le cerveau, une accumulation excessive du cuivre, du fer, facteur 3, et du zinc. On n'est pas en train de discuter 2, 3, 4, 5%. C'est 3, 4, 5, 6 fois. Donc perte d'homéostasie. Voilà. Je vous rappelle que dans le sang, par exemple, le cuivre, c'est 10 micromolaires, et tous ces éléments redox, en particulier le cuivre et le fer, mais surtout le cuivre. Et pourquoi le cuivre plus que le fer? C'est que le couple redox cuivre 2, cuivre 1 est facilement accessible pour les réducteurs endogènes. Pour le glutathion, le NADPH, tout réducteur que nous utilisons lorsqu'on a besoin de faire des réductions dans notre organisme. Et ce couple cuivre 2, cuivre 1, il est normalement strictement contrôlé. Pourquoi? Parce que le cuivre n'est jamais libre. Il est soit stocké dans des protéines en attendant d'être utilisé, soit éliminé par la bile, avec des transporteurs. Et quand on a des problèmes génétiques pour éliminer le cuivre dans le foie et dans la bile, ça s'appelle la maladie de Wilson, et ça touche en France 1500 personnes actuellement. Donc on a un contrôle normalement parfait, quand on est en bonne santé, de ces ions métalliques à activité redox. Et là, on est tout de même hors équilibre. Alors le fer, la réduction se fait probablement un peu moins et on manque probablement de réducteurs spécifiques pour bien comprendre le rôle du fer dans la maladie d'Alzheimer, mais déjà essayons de comprendre celui du cuivre. Alors, une question qui m'est posée régulièrement et à laquelle je vais répondre tout de suite est l'aluminium. L'aluminium, c'était à la mode il y a à peu près 25, 30, 40 ans. 40 ans surtout, 40-50 ans. On disait l'aluminium, c'est la maladie d'Alzheimer. Au moment où la maladie a commencé à se rapprocher, où les gens vieillissaient un peu plus et atteignaient cette zone rouge de tout à l'heure sur la zone dite maladie d'Alzheimer. Alors, quand on regarde les dosages, la réponse est non. On a actuellement les moyens de répondre de manière sérieuse. Dans les cerveaux des personnes décédées de la maladie d'Alzheimer, le niveau d'aluminium, concentration d'aluminium est pratiquement le même que celui
des personnes en bonne santé. Donc, éliminons l'histoire de l'aluminium. L'aluminium a eu qu'un avantage de cette histoire, c'est que ça nous a fait changer nos batteries de cuisine. Il n'y a plus d'aluminium, on est passé à l'inox. Voilà. Donc, mais c'est probablement mieux pour d'autres raisons, pour des raisons d'hygiène. Les bactéries s'accrochent moins sur l'inox que sur l'aluminium. Alors, donc ça, c'est éliminé. Voilà. Il nous reste maintenant à discuter le rôle du cuivre. Vous voyez que le cuivre réduction, cuivre 1, réagit avec l'oxygène moléculaire pour faire de l'anion superoxyde. Dismutation, ça donne de l'eau oxygénée. Et ensuite, un électron du cuivre 1 sur l'eau oxygénée, ça donne des radicaux hydroxylants rouges. Je vous en ai déjà parlé. Et ça, c'est le problème quand ça se passe au niveau des neurones. On détruit des neurones. D'où l'idée tout de même de contrôler un peu ce cuivre qui n'est pas tout à fait en situation normale. Ces amyloïdes, ils viennent d'où? Ils viennent d'une protéine qui s'appelle l'APP, peu importe le nom de cette protéine, qui est probablement un transporteur de cuivre, qui est ancré dans les membranes des neurones, avec une grande partie à l'extérieur. Et il y a des enzymes qui s'appellent des sécrétases qui coupent ce précurseur d'amyloïdes en petits morceaux, et en particulier en peptides de 42 ou 40 acides aminés. Et ces peptides ont une particularité, en voilà un, de se mettre en U et d'interagir avec un autre U qui interagit avec un autre U et qui forme des plaques d'amyloïdes. Dans la situation normale, ces choses sont en équilibre. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'amyloïdes qui circulent dans le cerveau, qui sont soit sous forme de petits oligomères, petits polymères ou plaques. Il est évident que lorsque vous introduisez dans le jeu, et on ne sait pas si c'est introduit ou si c'est la cause ou l'effet, mais peu importe, mais ce que l'on constate post-mortem, c'est que ces plaques d'amyloïdes contiennent beaucoup trop d'ions métalliques qui viennent surstructurer ces polymères et en particulier rompre les équilibres possibles. Donc vous avez une agrégation qui va conduire à un polymère qui ne pourra pas revenir en arrière vers des oligomères ou des petits amyloïdes. Donc on perturbe complètement les équilibres au niveau des amyloïdes. Voilà. Et en plus, ça piège du cuivre. Alors, la toxicité des plaques, il y a eu beaucoup de discussions et on peut maintenant essayer de résumer les choses. Les plaques en elles-mêmes sont-elles très toxiques ou pas? Il y a maintenant un consensus qui est en train de s'établir pour dire qu'en fait, les espèces les plus toxiques, ce sont les oligomères, soit les trimères ou les hexamères de ces peptides. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de pénétrer également à l'intérieur des neurones. Donc vous allez pouvoir transporter du cuivre à des endroits où ils n'ont pas besoin d'être, avec des amyloïdes qui ne sont pas normalement des transporteurs de cuivre. Donc, le cuivre se transporte avec des métalloprotéines pour aller vers des métalloenzymes. On a beaucoup de cuivre dans notre cerveau, parce que par exemple pour les tyrosinases qui sont en charge de l'hydroxylation des tyrosines pour aller vers les dérivés de la L-DOPA, L-DOPA, vous en avez entendu parler dans le Parkinson, ça c'est fait avec des enzymes à cuivre. Et donc on a besoin de ce cuivre. Le cuivre, il est transporté. Mais s'il est mal transporté et s'il est inaccessible pour les transporteurs, on perturbe le système. Donc voilà, alors, toxicité des A-bêta. Il y a actuellement des papiers intéressants pour essayer de comprendre quel est le rôle des petits oligomères d'amyloïdes vis-à-vis de la phosphorylation de tau, l'hyperphosphorylation de tau. Et il y a des papiers très intéressants publiés par des collègues japonais qui montrent qu'il y a effectivement la capacité à déclencher la phosphorylation anormale de tau avec des oligomères, mais tau, c'est M. Beaulieu tout à l'heure. Un petit schéma pour résumer la situation de ces oligomères. Alors voilà, ces oligomères plus du cuivre. Alors ça peut aller soit vers des polymères chargés en cuivre, et ça va créer en permanence un stress oxydant, ou ça peut emmener du cuivre à un endroit où ça peut déclencher une pathologie de tau. D'où l'idée, c'est d'avoir des petits ligands spécifiques de la chélation du cuivre pour venir extraire ce cuivre des amyloïdes et le remettre en circulation avec les protéines en charge
de la circulation du cuivre. Voilà l'idée de base qui a animé notre recherche. Ça nous a donné l'idée de faire une première génération de chélateurs qui n'a pas fonctionné, donc je ne vous en parlerai pas, et une deuxième génération de chélateurs qui sont ces bis 8-aminoquinoléines en jargon de chimiste et qui ont une particularité tout à fait étonnante et qui nous a agréablement surpris, c'est que ce sont des molécules qui sont spécifiques de la chélation du cuivre. Voilà. Pas du zinc et pas du fer. Alors on n'a pas trop envie en fait de toucher le zinc par exemple. On a beaucoup de zinc dans le cerveau parce que le zinc est impliqué dans tout ce qui est interaction allostérique entre protéines. Le zinc peut avoir plusieurs sites de coordination, des sites de coordination avec une géométrie variable, et ça veut dire que le zinc est impliqué dans beaucoup de phénomènes de régulation au niveau du cerveau, au niveau de notre ADN. Par exemple, on a ce qu'on appelle des protéines à doigts de zinc, qui sont des lecteurs de l'ADN. Et ça marche avec des cystéines et du zinc le long de l'ADN, ça court le long de l'ADN. Mais si on touche le zinc, on peut perturber le fonctionnement du cerveau. Alors on a fait ces chélateurs, on les a brevetés. Le brevet est actif aux États-Unis, au Canada, en Europe. Voilà. Et on a essayé de regarder ce qui se passe. Alors, ce sont des molécules qui ont un avantage, c'est qu'ils spécifiques du cuivre, et ils bloquent la production d'eau oxygénée lorsque l'on a en présence des amyloïdes, du cuivre. Donc le cuivre va sur les amyloïdes. Si on rajoute un réducteur, vous allez déclencher la réduction du cuivre 2 en cuivre 1 et vous allez, de manière catalytique, créer de l'eau oxygénée. Bien. Si, devant ce système catalytique avec des amyloïdes, vous mettez un chélateur spécifique du cuivre qui est capable de récupérer le cuivre des amyloïdes et d'augmenter la différence de potentiel cuivre 2, cuivre 1, vous allez inhiber la production d'oxygéné. C'est ce que l'on a observé avec les molécules dont je vous ai donné la formule tout à l'heure. Voilà. Je passe sur une molécule qui s'appelle thioquinol, qui est une 8-hydroxyquinoléine qui a échoué dans le développement de la maladie d'Alzheimer, peu importe. Voilà. Autre point qui m'a valu un certain nombre de désaccords avec une grande partie de la communauté qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, c'est que j'ai fait également des tests de ces molécules sur ce qu'on appelle des souris transgéniques. Souris transgéniques, si vous dites dans la maladie d'Alzheimer, les secrétases sont importantes et il faut inhiber les secrétases, on va faire des inhibiteurs de secrétases et pour valider l'expérience, on va faire des souris génétiquement modifiées de façon à ce qu'on puisse voir l'activité ou pas des secrétases. Alors ça donne des souris de type APP-PS1, alors elles ont toutes un petit acronyme particulier, on a fait même des triplements transgéniques. C'est difficile d'aller au-delà parce que faire vivre une souris qui a déjà eu dans son cerveau 2-3 modifications génétiques, ce n'est pas des souris faciles à manipuler, ce n'est pas des souris qui vivent en communauté facilement, donc on les met une ou deux par cache, c'est un peu compliqué à gérer. Et tout ça, on peut se poser la question de savoir si c'est très prédictif. Parce que quand vous faites une souris transgénique, ça veut dire que vous introduisez une hypothèse génétique. C'est tel dysfonctionnement de telle protéine, donc si je vais voir sur le gène précurseur de cette protéine, je vais avoir une réponse. Effectivement, sur les souris transgéniques, les molécules sélectionnées pour les souris transgéniques marchent. Mais malheureusement, 418% de ces molécules presque essayées, pas tout à fait, il n'y avait pas que des petites molécules, mais essayées avec ces souris transgéniques, en clinique, ça ne marche pas. Donc on peut se poser la question de savoir si ces souris transgéniques sont un outil parfaitement adapté pour sélectionner des molécules ou des agents thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer. J'ai utilisé ces souris transgéniques, ça a été un échec, donc j'ai décidé de faire autre chose. Alors on va essayer de voir. L'idée, c'est qu'Alzheimer, ce n'est pas une maladie génétique. Donc, utilisons des souris qui ne soient pas des souris transgéniques. Bien. Alors, je veux tout de même vous donner des chiffres parce que quand vous jouez avec des souris transgéniques, j'ai fait ça sur des expériences, sur quelques expériences qui ont été pas très intéressantes avec très peu de souris transgéniques. Ça a duré 1 an et ça a coûté 100 000 €. Donc vous comprenez que la recherche
de molécules ou d'agents thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer avec un modèle animal qui n'est pas très efficace, qui coûte cher et qui prend du temps, ça n'avance pas beaucoup. D'où l'idée d'essayer de faire un modèle animal qui soit moins cher, qui soit plus prédictif et qui avance plus rapidement. Alors, si on admet que les oligomères d'Abeta42 sont toxiques, alors utilisons les oligomères d'Abeta42. Donc, je passe sur cette diapositive que je crois vous avoir déjà présentée, et on a mis en place un modèle qui consiste à injecter dans l'hippocampe de souris normales une faible quantité d'oligomères, des trimères et des hexamères d'Abeta42. Pas le mélange que l'on achète chez tous les vendeurs de peptides, mais quelque chose de propre qui était purifié avant. Voilà, alors on injecte cet Abeta42 et on observe une perte de mémoire épisodique, juste sur une injection. On l'observe à J21. C'est très reproductible et ça a été publié dans ce journal-là en 2012. Et puis après, on traite nos souris pour voir si on peut inhiber la perte de mémoire épisodique. Alors, comment est-ce que l'on mesure la perte de mémoire épisodique de manière simple? Eh bien, on prend une petite boîte. Vous voyez, il y a des rayures sur le côté, puis il y a au-dessus une caméra qui permet de voir se filmer la souris dans cette boîte. Et il y a une grille qui permet de faire un petit choc électrique à un moment donné. Alors, une souris mise dans cette petite boîte fait comme toutes les souris, elles ont envie soit de jouer, soit d'explorer, voir s'il y a de la nourriture. De toute façon, une souris bouge. Donc elle se promène sur cette grille. Au bout d'un certain temps, mesuré toujours le même, il y a un petit bip sonore, ça réveille la souris, et juste après, il y a un petit choc électrique par l'intermédiaire de la grille, ce qui fait qu'elle ressent le choc électrique, et la souris, rassurez-vous, on ne lui fait pas trop de mal, juste un petit choc électrique pour qu'elle se souvienne. On l'enlève de la cage, on la remet dans sa cage. 24 heures après, on prend la même souris, on la remet dans cette cage. Et là, la souris qui est en bonne santé, elle se souvient que 24 heures avant, au bout d'un certain temps, il y a eu un petit bip, il y a eu un choc électrique, elle n'a pas envie de récupérer la même chose, donc elle ne sait plus quoi faire, elle ne bouge pas. Elle est en position de freezing, comme on dit en anglais. Et on peut regarder la diminution de la mobilité de la souris et le mesurer, le quantifier. Une souris qui a eu reçu une injection d'Abeta42 dans l'hippocampe perd 50% de sa mémoire épisodique. Ça veut dire qu'il y a des souris qui vont gambader comme si c'était rien passé la veille. Et cette chose-là est suffisamment reproductible pour qu'on puisse l'utiliser pour tester un certain nombre de molécules. Voilà, alors là, c'est les souris contrôle. Vous voyez, ça, c'est le niveau de mémoire épisodique des souris qui n'ont pas reçu quoi que ce soit en dehors de ce qu'on appelle le véhicule, le contrôle. Alors, ça, c'est des souris qui ont reçu de l'Abeta42. Et vous voyez que par rapport aux souris normales, souris contrôle, il y a 50% de perte de la mémoire épisodique. Vous avez les barres d'erreur qui sont relativement bonnes pour ce genre d'expérience. Comment est-ce que l'on peut contrôler que l'Abeta42 est responsable de la perte de la mémoire épisodique? Eh bien, un contrôle qui est simple et qui est efficace, c'est de prendre ce que l'on appelle le peptide inverse, c'est-à-dire le peptide où l'enchaînement ne se fait pas du 1 à 42, avec le sens classique d'accrochage des aminoacides, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire celui qui était en position 42 devient numéro 1. Et celui qui était en position 1 devient le 42. Ce peptide-là ne crée pas de perte de mémoire épisodique. Je pense que c'est la meilleure démonstration qu'on a pu mettre en avant pour montrer que ce modèle était relativement efficace. Et ensuite, on traite les souris par voie orale, parce qu'on a besoin de molécules qui soient actives par la voie orale. On ne va pas faire des injections quotidiennes, IV, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on traite avec des molécules. Je passe sur le clioquinol, qui était une molécule, un compétiteur. Et voilà en pseudo-rouge la molécule qui s'appelle PA1637, qui est une molécule qui a été sélectionnée et qui, à 12,5 mg par kilo, donnée 3 fois, lundi, mercredi, vendredi, pendant 3 semaines. Le dernier vendredi de la 3e semaine, on ne lui donne pas la molécule, on la met dans la petite cage pour voir si elle a perdu ou pas récupéré sa mémoire épisodique. Et on voit effectivement qu'après ce traitement, eh bien ici, on est au même niveau que le contrôle.
c'est intéressant. C'est dépendant de la dose. Si on passe à 6 mg kg, on a un effondrement. Si on passe à 3 mg kg, il n'y a pas d'activité. Et donc, on a à peu près une idée précise maintenant de la zone d'activité. Voilà. Alors, cette molécule, une question qui se posait, c'est de savoir si elle était toxique. Parce que, tout de suite, regardez. Alors, vous voyez, par voie orale, sur les mêmes souris, on avait une dose pharmacologiquement active à 12 mg kg pour avoir 100% de récupération d'un mémoire épisodique. Et vous voyez que là, avec une injection de plus de 450 mg kg, c'est-à-dire plus de 30 fois la dose active, on n'a aucune perte de souris. Voilà, très bien. Si on prend la molécule concurrente, je ne reviens pas, à 100 mg kg, on a 50% des souris qui sont éliminées. Voilà, par IP, voilà les doses, vous voyez qu'on retrouve toujours cette différence. Là, c'est 400 mg pour l'élimination de 50% des souris. Par IV, c'est plus fort, mais c'est encore tout à fait raisonnable. Et il est évident que ce sont des molécules qui ne seront pas utilisées par IV, mais des molécules qui vont être utilisées par voie orale. Donc on a une molécule qui est relativement intéressante, et une synthèse chimique qui est robuste en anglais, ce qui veut dire qu'elle peut être reproduite facilement et à un coût raisonnable. Et de manière absolument surprenante, bien que ce soit une amine aromatique, elle est négative dans le test d'EMS. Qu'est-ce que c'est que le test d'EMS? C'est un test qui permet mis au point par M. Ems, qui permet de savoir si une molécule est potentiellement mutagène. Il est évident que pour des molécules qui vont être utilisées sur plusieurs années, il est extrêmement important de savoir si elles sont mutagènes ou non. Donc, sur le test d'EMS, il n'y a pas d'activité mutagène. Au point de vue toxicité cardiaque, on est dans le raisonnable. Et sur les toxicités sur des souris qui ont été traitées pendant 3 semaines, il n'y a pas de toxicité particulière. Bonne chose. Un autre point important, c'est que sur les chélateurs en particulier, ça avait été observé sur certaines quinolines, 8-hydroxyquinoline, il y a une toxicité sur l'œil qui se voit tout de suite. Et on voit les souris avec l'œil rouge. C'était le cas avec la molécule concurrente et ce n'est pas le cas avec cette molécule-là. Voilà, donc on est maintenant dans une situation où on se dit qu'on commence à avoir un candidat médicament. Alors, les histoires de transfert de cuivre avec les protéines et les chélateurs, on a voulu l'étudier d'un point de vue mécanistique pour essayer de bien comprendre les choses. Est-ce que ce ligand est effectivement capable de récupérer le cuivre qui est lié à un amyloïde? On prend des amyloïdes, on met du cuivre, il y a une signe. Je vous passe sur les descriptions des spectres UV visibles. Ça veut dire qu'on a le cuivre sur l'amyloïde. Et quand on met le chélateur, le ligand L, là, qui est notre chélateur spécifique du cuivre, eh bien on extrait le cuivre de l'amyloïde et on récupère la signature cuivre plus ligand. Première chose. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant après, c'est que si on a un réducteur, et Dieu sait si on en a dans le cerveau, eh bien à ce moment-là, notre ligand ne stabilise pas la chélation avec le cuivre 1, donc relargue le cuivre 1. Ce qui va permettre ensuite, si vous avez des protéines dans le cerveau qui sont en charge du transport du cuivre, de récupérer facilement le cuivre. Et pourquoi on était dans une situation pathologique tout à l'heure avec le cuivre dans les plaques d'amyloïdes et comment s'en sortir? Et pourquoi la régulation ne fonctionne pas? C'est que quand vous avez une protéine qui est en charge de récupérer du cuivre, et c'est très connu dans le cas du transport du fer. Dans le cas du transport du fer, par exemple, on a des chélateurs qui complexent le fer 3, et les protéines qui vont transporter le fer ne le transportent pas sous forme de fer 3. Il y a réduction et libération du fer et récupération par la protéine. Ça se fait quand les protéines sont en contact. Et là, quand vous avez le cuivre qui est enfoui à l'intérieur de cet oligomère d'amyloïdes surstructuré au cœur de ces amyloïdes, la protéine qui normalement devrait récupérer le cuivre ne le récupère pas. D'où l'idée d'avoir ces petites molécules suffisamment petites pour aller récupérer à l'intérieur des amyloïdes et les transférer ensuite. Donc voilà, on essaye de démontrer ça de manière correcte, proprement. On a même démontré pourquoi la molécule concurrente ne marche pas. C'est que la molécule concurrente, le clioquinol, lorsque vous le mettez en présence de cuivre et d'amyloïdes,
c'est un chélateur qui reste collé sur le cuivre, mais qui est toujours à l'intérieur des amyloïdes. Et on en a même la signature avec ce qu'on appelle un spectre de masse qui nous permet de confirmer l'existence de ce complexe tertiaire amyloïde, cuivre, plus le cliokinase. Et dans le cas des molécules qui sont des bischélateurs, c'est-à-dire qu'il y a les 4 sites de coordination autour du cuivre pour récupérer le cuivre, ça ne se produit pas. Voilà, donc on est dans un schéma de mécanisme suivant. Ça, c'est la situation pathologique. Excès de cuivre mal régulé dans les amyloïdes. Réduction, on fait de l'anion superoxyde, l'eau oxygénée, et on va avoir une destruction des neurones. Et si on récupère ce cuivre et qu'on le transfère ensuite dans la circulation normale du cuivre, avec un ligand, un médiateur de la récupération de l'homéostasie du cuivre, on peut espérer inhiber. Donc là, on a la pathologie et l'action de la molécule. Voilà, on en est au niveau de la souris et on essaye de développer maintenant pour faire toute la préclinique, peut-être passer par l'intermédiaire de la maladie de Wilson pour développer la molécule et aller vers les essais cliniques. C'est un travail qui a été fait au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse, qui est mon laboratoire habituel. Ça a été également développé avec une société qui s'appelle Palumet, qui est toujours vivante, mais qui n'a plus de salariés, mais qui a le brevet entre les mains. Et il y a un travail qui s'est fait tout à fait remarquable, le modèle de souris non transgénique, c'est fait avec un collègue qui s'appelle Jean-Michel Lassalle, qui a pris le risque de faire ça avec moi, parce qu'on était tout à fait en dehors des dogmes et des chemins balisés habituels. Je voudrais juste terminer en disant que ce travail se poursuit en Chine actuellement, parce que les Chinois m'ont accueilli d'une part, et j'ai trouvé une société chinoise pour continuer le développement de cette molécule. C'est plus facile de trouver des gens qui prennent des risques sur l'innovation en Chine qu'actuellement en France. Et je ferme doucement la parenthèse et je le dis à voix très basse. La culture de risque disparaît et les pays qui n'ont plus la culture de risque sont des pays qui sont en situation difficile. Je referme la parenthèse. Voilà, il est 54 et pendant les 6 prochaines minutes, je suis prêt à répondre à vos questions.